Donc, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir pour nous de venir vous présenter nos premières recherches sur les clauses vertes dans les conventions collectives. Et c'est un plaisir de présenter avec Jonathan, avec qui je travaille depuis quelques années. Je ne le mentionnerai pas le nombre de temps. Mais c'est Jonathan qui m'a forcé à plonger dans le sujet de la crise climatique et des stratégies syndicales pour faire face à la crise climatique. Donc, je suis contente de pouvoir présenter avec Jonathan aujourd'hui. Donc, je te cède la parole pour le début de la présentation. Oui, en fait, c'est une extension d'un article qui a été publié dans le même numéro que Camille et Vincent. Donc, on prend un angle un peu différent sur cette présentation-ci où on essaie d'aborder la question de la crise climatique avec les deux angles qui sont ceux du GIEC, le paradigme du GIEC qui est atténuation et adaptation. Donc, le cadre qu'on utilise, c'est pour distinguer les différents enjeux qui viennent avec ces réalités-là de mise en œuvre des politiques d'adaptation et de mitigation. Et donc, d'un côté, pour juste préciser ce qu'il y en est, l'adaptation, c'est une adaptation aux conséquences de la crise. Donc, c'est développer des infrastructures qui vont permettre aux travailleurs de s'adapter à l'exposition aux changements de température extrêmes ou aux événements météorologiques extrêmes. Alors que la mitigation, c'est typiquement réduire les gaz à effet de serre, verdir l'économie, mener peut-être à une certaine forme de décroissance. Donc, s'attaquer plutôt aux causes de la crise climatique ou de la crise écologique. Donc, c'est le paradigme avec lequel on commence. Puis, ce qu'on observe aussi au niveau de la conceptualisation, euh, oui, je peux vous la mettre en anglais, on l'a aussi de l'autre côté, voilà, qui est ici en anglais. Malheureusement, je ne peux pas alterner entre les deux. Donc, en fait, ce qu'on observe aussi, c'est il y a une histoire, puis merci à Brandon et Dimitri d'avoir parlé de l'histoire des enjeux environnementaux et climatiques, parce qu'effectivement, ce qu'on observe dans l'évolution historique, c'est que les syndicats ont été d'abord impliqués sur les enjeux environnementaux au niveau des pollutions qui sont faites dans les usines, les émanations toxiques, les déversements. Donc, il y a un angle qui est fait à ce point-là sur plutôt les maladies professionnelles au niveau de l'adaptation des infrastructures, puis le développement de certaines réalités. Et au niveau de l'atténuation, c'est la réduction à la source de certaines de ces pollutions, puis la mise en œuvre de nouvelles procédures, comme on peut le voir dans les milieux industriels. Puis ce qu'on voit, c'est une nouvelle réalité qui est arrivée donc avec la prise en compte des enjeux climatiques à partir du GIEC, principalement dans les années 80-90 et surtout aujourd'hui, où on s'attaque aussi aux gaz à effet de serre puis au développement de nouvelles normes techniques pour créer des infrastructures, des procédés industriels qui sont différents d'un côté pour l'atténuation et de l'autre côté pour l'adaptation. C'est la mise en œuvre d'équipements et de santé-sécurité au niveau des risques psychosociaux qui sont liés au changement climatique et aux températures extrêmes. Puis il y a un territoire inexploré qui est aussi la crise écologique, mais qui est peu explorée dans le monde du travail parce que c'est fait à l'extérieur du monde du travail, qui concernerait donc la biodiversité, qui est un sujet d'actualité, puisque la COP16 a lieu actuellement en Colombie sur la biodiversité. Donc voilà, c'est pour le cadre qu'on a utilisé pour distinguer les nouvelles réalités dans lesquelles les syndicats commencent à s'insérer. Et je repasse à ça. Donc, qu'est-ce que les syndicats font au Québec sur la crise écologique, la crise climatique? On a eu une perspective nord-américaine tantôt, mais vous allez voir qu'au Québec, on est quand même une bébite à part, je dirais encore une fois. On a un caractère distinct parce qu'on a un tissu institutionnel qui permet à l'acteur syndical d'agir à plusieurs niveaux de dialogue social et on va voir que leur stratégie est déployée à ces différents niveaux-là. Et donc, ils vont agir autant au niveau national qu'au niveau sectoriel, régional, voire même au niveau local. Donc, c'est ce sur quoi on portait notre regard dans le cadre de cette recherche-là. On portait évidemment un focus particulier sur la négociation collective qui se passait au niveau de l'établissement. On le sait qu'au Québec, la négociation, elle est ultra décentralisée. Donc, est-ce qu'on commençait à devenir des acteurs du climat au niveau local pour les organisations syndicales? Donc, on a fait une campagne d'entretien auprès de conseillers syndicaux. On a travaillé principalement avec une centrale syndicale québécoise. On a travaillé avec la FTQ. Pourquoi? Parce que cette centrale-là avait déjà développé un répertoire de bonnes pratiques
et de clauses qu'ils avaient répertoriées dans leurs différents syndicats. Donc, on a commencé, on a pris cette base-là pour constituer notre banque de données sur les clauses vertes dans les conventions collectives. On a fait des recherches aussi avec le ministère du Travail par mots-clés. Et vous voyez que la recherche n'a pas permis de trouver beaucoup de choses. Je vous rappelle qu'au Québec, on a au-delà de 8000 conventions collectives en vigueur. Et on a trouvé, avec les gens du ministère, 38 clauses dans les conventions collectives. Bref, au niveau local, il n'y a pas encore beaucoup de clauses qui sont négociées dans les accords locaux, mais on se rend compte que ce travail-là est en chemin, puis on va vous expliquer pourquoi. Dans la présentation, il n'y a pas encore beaucoup de ces clauses vertes-là dans les conventions collectives. Donc, qu'est-ce qu'on fait au Québec? Qu'est-ce qu'on fait au Québec en matière de dialogue social? Bien, on se rend compte d'abord, comme premier constat, que l'organisation étudiée, l'organisation syndicale étudiée, a quand même mis en place plusieurs stratégies pour faire face à la crise climatique. Donc, ils sont avancés. Donc, notamment, ils ont des délégations. Plusieurs syndicats de cette organisation-là vont faire de la représentation durant les instances internationales comme la COP. Donc, ils organisent des rencontres avec les décideurs. Puis nos interlocuteurs nous disaient souvent, c'est des moments privilégiés parce qu'on est capable d'avoir des rencontres avec les décideurs politiques dans ces grands événements-là qu'on n'aurait pas autrement. Donc, cette participation, le fait de nommer présent dans ces instances internationales-là, c'était une stratégie importante pour la stratégie pour l'organisation syndicale qu'on a étudiée. Évidemment, il y a de la représentation, très peu encore, ce n'est pas beaucoup investi encore comme milieu, mais ils font de la représentation politique aussi dans des conseils régionaux en environnement. Donc, il y en a 2 régions particulièrement là, où on avait cette représentation-là, notamment Lanaudière et Jeune-Blanc, Montréal. Des alliances syndicales et communautaires. Donc, évidemment, au Québec, on a une grande alliance intersyndicale qui est formée autour du climat. C'est le réseau intersyndical sur le climat. Donc, les 9 principales organisations syndicales sont autour de la table, essaient d'échanger des bonnes pratiques, essaient de faire avancer l'éducation syndicale sur ces questions-là. Donc, une coalition syndicale. Et on nous a expliqué, parce on a fait des entretiens avec l'ensemble des organisations syndicales qui participaient au RIC, et la logique derrière tout ça, c'était oui, il faut avoir des alliances avec le milieu communautaire. Oui, il faut aller puiser des connaissances chez les groupes communautaires et les groupes environnementalistes parce que la connaissance, elle est concentrée dans ces groupes-là. Mais ça nous prenait un endroit puis une voix syndicale forte. Et il fallait un endroit pour qu'on puisse dialoguer entre nous. Et le RIC a été créé. Donc, les 9 organisations syndicales sont représentées. Dialogue social, sectoriel et national sur l'avenir des compétences au Québec. Donc, il y a plusieurs CSMO au Québec et la CPMT. Vous allez avoir un intervenant de la CPMT dans le cadre du colloque qui va intervenir, M. Jean Lortie. Donc, on se penche sur la question des compétences de la main-d'œuvre. On prépare la prochaine économie, les compétences de l'avenir dont on aura besoin dans les différents CSMO. Donc, c'est un lieu de dialogue supra-entreprise qui est privilégié au Québec. On a beaucoup de stratégies et ces lieux de concertation-là au Québec ont permis, je pense, de passer à travers plusieurs crises. Et je pense qu'on va pouvoir aussi bien passer à travers la crise climatique parce qu'on a ces lieux de dialogue-là et l'acteur syndical est présent dans ces lieux de dialogue-là. Et on va voir aussi qu'il y a un amorce de négociation au niveau local sur certaines questions pour encourager la négociation de clauses vertes. Donc, au niveau supranational, dans les institutions de dialogue social, qu'est-ce qu'on va surtout privilégier? Bien, ces instances-là nous permettent de coordonner les mesures d'atténuation les mesures d'atténuation comme Jonathan vous présentait. Donc, on va participer au dialogue social autour des investissements, les réglementations et aussi le développement des compétences de l'avenir. On va développer évidemment beaucoup de connaissances sur les normes et les lois à mettre en vigueur. Je pense entre autres à la campagne qui a été faite autour de l'acier vert, d'imposer des règles tarifaires aux frontières, d'imposer des taxes sur les véhicules chinois notamment. Donc, c'est ce genre de mesures-là qu'on va prendre au niveau supranational. Donc, le lobbying des métallos sur l'acier vert, Enviro Compétences, qui est le CSMO qui coordonne l'action des autres CSMO au Québec, va définir des compétences vertes pour
l'avenir ou la prochaine économie. Et la Commission des partenaires du marché, on vous a mis le programme Ambition Compétences qui vise à orienter la formation sur la requalification de la main-d'œuvre dans le cadre de la transition verte et économique. Donc, on voit que l'action supra-entreprise au Québec vise véritablement à coordonner finalement ces mesures d'atténuation-là. Vous pourrez peut-être me dire qu'on n'en fait pas suffisamment, mais il y a au moins ce travail-là qui est fait au niveau supra-entreprise. Et ça inclut et c'est permis parce qu'on a des experts sur la question environnementale dans les organisations syndicales qui sont impliqués dans ce dialogue-là supra-entreprise. On va voir qu'au niveau local, la transmission des connaissances et de l'expertise sur l'environnement, elle est difficile à aller développer. Donc, on est à l'étape du développement de formations spécialisées au Québec pour former les militants syndicaux du niveau local, pour développer cette expertise-là, pour qu'elle soit plus concentrée uniquement entre les mains des dirigeants et des experts en environnement dans les organisations syndicales. Mais on voit que ces experts-là ont vraiment à cœur le développement de coordination pour des mesures d'atténuation. C'est moi? C'est moi. Je continue. Donc, constat numéro 2. Maintenant, au niveau local, maintenant, les conventions collectives, on est plus dans la logique de l'adaptation, carrément. Et on peut même dire que la porte d'entrée pour commencer le travail ou amorcer le travail sur la crise climatique, c'est vraiment la santé et sécurité au travail. Et ça, il n'y a rien de surprenant au Québec. Pourquoi? Parce qu'on a des comités en santé et sécurité qui sont constitués depuis nombreuses années au Québec sur cette question-là. Et c'est une expertise qu'on a chez les travailleurs et les militants de la base. Donc, on est vraiment dans cette logique-là d'adaptation. Comment on fait pour gérer les contraintes thermiques dans les usines l'été? Comment on fait pour réagir aux crises climatiques quand on a des travailleurs qui sont à l'extérieur, etc. Donc, on est vraiment dans cette logique d'adaptation-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clause de convention collective qui pourrait être négociée pour viser l'atténuation, notamment les comités environnementaux qui pourraient viser ou pourraient faire des revendications sur des mesures d'adaptation, diminution des gaz à effet de serre. Mais on n'est pas encore dans cette logique-là. Le travail s'amorce dans les sections locales et dans les syndicats locaux sur cette question-là. Et on voit que souvent, c'est beaucoup par la porte de la santé publique. Donc, concrètement, c'est c'est effectivement ce qu'on remarque quand on analyse les clauses de convention collective. Nous, on les a catégorisées avec un axe 2-2. Donc, il y a certaines clauses qui concernent théoriquement l'organisation de la production et du travail, donc le core de l'activité de l'entreprise, et d'autres qui concernent plutôt les activités qui sont périphériques de l'entreprise, donc des notions qui ont été mentionnées aussi par Vincent et Camille plus tôt sur de la mobilité durable. Donc, on ne change pas l'activité fondamentale de l'organisation de l'entreprise, mais on offre des moyens aux travailleurs de décarboner leur utilisation de leurs propres moyens de transport. Puis, le deuxième axe qu'on a utilisé, c'est le constat, l'un des constats centraux, c'est qu'on a peu de clauses vertes à proprement parler, des nouvelles clauses qui sont ajoutées dans les conventions collectives. Il y en a quelques-unes. Souvent, elles sont déclaratoires. Par exemple, des clauses sur la protection de l'environnement où on vient juste déclarer qu'on respecte la loi sur la protection de l'environnement québécoise. Certains comités qui sont aussi, qui n'ont pas des mandats décisionnels où on participe véritablement à l'avenir de l'organisation. Et on a certaines clauses qui étaient précédemment présentes dans les conventions collectives et qui sont adaptées aux nouvelles réalités de la crise environnementale, notamment celles sur la santé et sécurité qui viennent avec la loi sur la santé et sécurité, l'obligation d'avoir un comité, mais aussi différentes normes sur les équipements professionnels. Donc, on utilise ces normes-là. C'est la réalité qu'on observe. Ceci est en anglais. Et le troisième constat qu'on a, dont on a un peu donné le là déjà, c'est qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que les formations syndicales sont différentes aux différents niveaux des organisations. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des formations syndicales dans l'organisation qu'on a observées qui se font au niveau national, qui vont concerner des enjeux nationaux
pour développer des compétences sur la concertation sociale ou sur des formes de lobbying, alors qu'au niveau local, on va avoir certains mécanismes qui sont plutôt axés sur les enjeux de santé et de sécurité, puis le développement de ces compétences-là face à l'adaptation, la nécessité d'adaptation au changement climatique, qui est un constat qui semble évident à ce stade-ci. Et donc, en conclusion, parce que je crois qu'on est rendu au... Ah, mais, simplement, c'est un rappel que des grands constats. On constate, nous, une différence en termes de niveau d'action, mais qui est complémentaire sur l'adaptation et l'atténuation, qui sont des réalités qui vont évidemment de pair, mais qui se font à des niveaux différents. Puis que la crise climatique vient quand même choquer un peu les réalités dans les milieux de travail en forçant des nouvelles normes ou en adaptant les anciennes normes.